Bonjour, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler des intoxications végétales d'automne chez les équidés. Donc je me présente, je suis Gilles Bergot, je suis vétérinaire toxicologue spécialisé en plantes toxiques. Et je vais essayer de compléter ce que nous avions décrit au printemps, c'est-à-dire au printemps on avait vu les plantes qui poussaient spécialement au printemps et qui posaient problème dans les pâtures. Et là maintenant nous allons évoquer les plantes qui vont poser problème dans les pâtures à l'automne. Donc, j'ai choisi de prendre trois grandes familles de plantes qui posent problème plutôt à l'automne. Celles qui vont altérer le comportement des chevaux, celles qui vont avoir des effets hépatotoxiques et celles qui auront des effets néphrotoxiques. Hépatotoxique, c'est une incidence sur le foie et néphro sur le rein. Alors, on va évoquer des plantes. Je vous ai pris les têtes de fil, sachant que derrière, on peut décliner sur, à partir de cet exemple de plante, partir sur d'autres plantes qui ont les mêmes effets, plus ou moins marqués, mais généralement plutôt atténués, parce que je vous ai pris les plantes les plus toxiques de leur famille. Alors, pourquoi on a des problèmes d'intoxication végétale à la pâture à l'automne? Généralement, c'est parce qu'on a eu une saison estivale de mauvaise qualité, soit liée à un excès de pluie, soit liée à une carence en pluie, la sécheresse. Et ceci va induire au niveau des pâtures probablement une disette alimentaire, soit par une pénurie de foin, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de foin pour nourrir les chevaux, ou par une pénurie d'herbe, c'est-à-dire que l'herbe, en absence de pluie régulière, ne pousse plus, et donc résultat, on se retrouve avec des végétaux plus adaptés à la sécheresse, qui peuvent éventuellement avoir des potentialités toxiques. On peut également, à l'occasion de ces sécheresses, avoir la modification d'une barrière naturelle qui était constituée soit par une rivière qui s'est totalement asséchée, soit par un plan d'eau qui a totalement disparu, et au milieu une île avec une plante toxique qui se développait. On a eu le problème avec des bovins qui avaient eu accès à Narcissia vocifragon, qui est une plante néphrotoxique, mais on ne l'a jamais eu chez le cheval. Mais dans d'autres cas, on a comme ça des barrières qui disparaissent et de ce fait, accessibilité. On a également, sur ces dernières années, l'intrusion de plantes envahissantes. Au printemps, on avait vu l'arrivée de la berce du Caucase. Là, à l'automne, on va voir l'arrivée d'une plante d'origine d'Afrique du Sud qui s'est introduite dans les pâtures d'abord du sud-ouest et qui actuellement a colonisé quasiment toute la France. Et puis, on va recevoir également le contre-coup des conditions printanières exceptionnelles ou plus ou moins exceptionnelles qui vont avoir abouti à une fructification plus ou moins marquée. Et là, on aura l'exemple du chêne. Voilà. Au niveau des plantes qui altèrent le comportement, je vous ai choisi le Datura stramonium. Le Datura stramonium, c'est une plante hallucinogène chez l'homme, mais qui est également hallucinogène chez les animaux. On a une plante qui s'appelle trompette du diable, trompette des anges parfois, pomme du diable. C'est une pomme épineuse, mais il existe des variétés de Datura qui n'ont pas cette pomme épineuse, voire d'autres qui ont une pomme encore plus épineuse qui s'appelle le Datura ferox. Ce sont des plantes qui contiennent des alcaloïdes à noyau tropanique, et le chef de file de ces noyaux tropaniques, généralement qu'on connaît en thérapeutique, qui s'appelle l'atropine, mais qui, dans le cas du Datura, est suppléé par de la scopolamine. Et la scopolamine a des effets extrêmement puissants et de nature à déconnecter l'intellect de l'humain, mais également la perception de l'animal. Alors, il est accompagné généralement d'autres Datura. Il y en a un qui est plutôt ornemental, qu'on trouve dans des bacs à fleurs, dans les espaces publics, voire dans les espaces privés. C'est le Brugmansia arborea, ou parfois appelé Datura arborea. Et un autre Datura, qui est le Datura vrigii, qui lui est un Datura qu'on trouve plutôt aux États-Unis, mais qui a été importé en Europe, qui parfois s'installe, mais qui est plutôt d'origine ornementale, s'échappant des jardins, donc on devrait trouver plutôt en périphérie de jardin. Néanmoins, quel que soit le Datura et quelle que soit la plante, elle est toujours à peu près au même niveau de toxicité. Alors, l'intoxication en contact direct avec la plante fraîche, avec un S, est extrêmement rare puisque la plante dégage généralement une odeur que l'humain qualifie de vireuse, nauséabonde, et je pense que
cette odeur est perçue à la puissance 1000 par les animaux et de ce fait signale probablement un danger. De ce fait, il est extrêmement rare de voir des animaux s'intoxiquer avec la plante fraîche. Par contre, ce qu'on note, c'est que lorsque la plante sèche, soit transformée en ensilage pour des bovins, soit transformée en foin pour des chevaux, soit en fin d'automne, lorsqu'elle sèche dans les pâtures, elle perd ses facteurs de répulsion et à ce moment-là, elle peut aboutir à la consommation par des écudés. Et à ce moment-là, ou à un moment d'une fauche, par exemple, on a observé un cas, la personne avait fauché tous les daturas, mais les avait laissés sur place. Et à ce moment-là, le facteur de répulsion a disparu et l'animal s'est intoxiqué. Et ça a déclenché un tableau clinique avec un comportement totalement anormal du cheval qui avait des hennissements. Lorsque vous avez un groupe de plusieurs chevaux qui consomment la plante ou qui l'inhalent, parce qu'on pense que même en inhalation, elle peut arriver à provoquer ce qu'on appelle les effets modérés, on a une démarche ébrieuse, des mictions répétées, des courses désordonnées, une prostration parfois chez certains individus un peu plus gravement atteints qui restent en décubitus, complètement stone, totalement réactif. Le risque myocardiaque lié aux atropines scopolamines est généralement augmenté et on a un rythme respiratoire qui lui est fortement diminué. Généralement, l'intoxication est accompagnée de constipation, mais dans certains cas, il a été observé de la diarrhée. La constipation s'explique assez bien par les molécules présentes dans le datura, la diarrhée un peu plus difficilement. Et par contre, il y a un signe qui doit vous faire immédiatement penser à cette intoxication. Si vous savez qu'il y a la plante à proximité des animaux, c'est la sécheresse des muqueuses, donc l'animal ne baffe pas et les pupilles sont totalement dilatées. Résultat, cette pupille totalement dilatée et une sécheresse des muqueuses doit immédiatement vous faire penser à une exposition à un dérivé atropinique, donc scopolamine. Alors, au niveau de qu'est-ce qu'il faut intégrer pour prévenir l'intoxication? Évidemment, identifier la plante si elle s'introduit dans la pâture des chevaux ou si elle se met en bordure de pâture de chevaux. On trouve de plus en plus de Datura stramonium sur les bords de route, généralement lié à une gestion différenciée des espaces péri-route. Donc, résultat, il faut bien identifier le danger et maîtriser la menace. Donc, après fenaison ou après fructification, il est extrêmement important de soustraire de la pâture la plante potentiellement toxique. Alors, le datura, c'est le chef de file. Je vous ai mis quand même quelques autres plantes qui peuvent être à l'origine d'intoxication. En haut à gauche, vous avez une jusquiame. C'est une plante extrêmement rare qu'on trouve généralement en sous-bois. Les cas d'intoxication jusqu'à présent font que l'animal n'est rarement en sous-bois et exposé. La belladone qui également est en sous-bois et elle de plus en plus en émergence. On la retrouve de plus en plus en lisière de forêt. Donc c'est une plante qui pourrait intoxiquer les chevaux, mais heureusement, elle est probablement beaucoup moins concentrée que le Datura stramonium. Et puis une dernière que je vous ai mis, mais pour mémoire, c'est le Solandra. Le Solandra grandiflora est une plante ornementale qu'on trouve surtout sur le circum-méditerranéen, mais qui pour l'instant, vu sa fragilité et sa faible résistance au gel, n'a pas trop colonisé les territoires de l'arrière-pays niçois. Voilà. Maintenant, on va passer à une autre famille qui sont les plantes hépatotoxiques. Et là, je vous ai pris comme exemple le Senecio inepidens, le Senecio handicap. Lui, son composant toxique, c'est des alcaloïdes pyrosidiniques. Bon, il existe une multitude d'alcaloïdes pyrosidiniques plus ou moins toxiques. Il se trouve que dans le Senecio inepidens, on a probablement les alcaloïdes les plus toxiques. Ce sont des plantes qu'on trouve le plus souvent en bordure de route. Elle utilise les grands couloirs de circulation que sont les voies ferrées, les autoroutes, pour prospérer. Ensuite, elle trouve un terrain réceptif et elle se met à proliférer. Et à la différence d'autres sensons, elle a cette potentialité d'être vivace et surtout d'avoir une longue période de développement végétatif. Alors évidemment, ce sont des plantes souvent assez difficiles à identifier parce qu'elles se ressemblent toutes dans les astéracées, ex-composées.
ce sont toutes des petites marguerites jaunes. Et donc, dans les petites marguerites jaunes, vous trouvez des plantes toxiques, des plantes pas toxiques. Et là, il faut savoir vraiment identifier la globalité. Un petit buisson couvert de plein de petites fleurs jaunes qui apparaissent généralement à partir du mois de mai-juin et qui finissent de fleurir au mois de décembre, doivent vous faire évoquer la potentialité d'une présence de Senecio inequidens. Mais plein d'autres plantes ont des petites fleurs jaunes. Alors, il y a d'autres plantes que parfois certains de vous connaissent mieux, qui sont le Senecio de Jacob, Jacobea vulgaris, et puis il y en a un qu'on accuse souvent d'être à l'origine de ce type d'intoxication, qui est le petit Senecio vulgaire, qu'on trouve généralement dans les jardins potagers. Mais quand on regarde leur index toxicologique, c'est-à-dire leur densité, leur concentration en alcaloïdes pyrosidiniques, on s'aperçoit quand même que Senecio inequidens, il joue dans la catégorie des 100, le Jacobea vulgaris joue dans la catégorie des 10, 20, et ensuite le Senecio vulgaris, lui, joue dans la catégorie des 1. Donc résultat, il est beaucoup plus facile d'induire un syndrome toxique avec un Senecio inequidens qu'avec un Senecio Jacob, et encore plus facile qu'avec un Senecio vulgaris. Et de ce fait, comme c'est un toxique cumulatif et qui va avoir une incidence sur la dégradation du foie, et ben, plus la plante est toxique et plus le one-shot, une seule dose peut aboutir à un syndrome, plus on va s'approcher de la zone toxique et plus l'animal pourra s'intoxiquer facilement. Donc il est beaucoup plus facile pour un cheval de s'intoxiquer avec du Senecio inequidens que du Senecio de Jacob. Et là, ça, nous, on va l'observer généralement quand ils ont le choix entre deux plantes toxiques. Les animaux vont plutôt facilement exprimer une intoxication au Senecio inequidens qu'au Senecio de Jacob. Alors, il faut savoir que c'est une intoxication qui, dans de très très rares cas en Europe, nécessite une prise réitérée. C'est-à-dire que l'animal ne peut pas s'intoxiquer en une seule prise. C'est-à-dire que si quelqu'un jette dans la pâture 2 ou 3 Senecio inequidens, c'est pas ça qui va intoxiquer les chevaux. Pour intoxiquer les chevaux, il faut qu'ils soient exposés pendant une période, on estime de plusieurs jours, voire plusieurs mois, pour le Senecio de Jacob, pour arriver à s'intoxiquer. Le problème, c'est que lorsqu'ils ont commencé à s'intoxiquer, l'évolution se fait à bas bruit, c'est-à-dire sans qu'on observe obligatoirement des signes cliniques au départ. On va, dans un deuxième temps, observer des choses biochimiquement objectivables, c'est-à-dire c'est les analyses de sang qui vont montrer que les paramètres hépatiques sont augmentés. Donc là, parfois, on n'est même pas encore dans la zone clinique et on va atteindre la zone clinique en fin d'évolution, malheureusement au moment où le foie aura été totalement ou partiellement détruit. Et à ce moment-là, on peut parfois avoir des pauses, c'est-à-dire que l'animal a été exposé pendant toute la période estivale et le début de l'automne. À ce moment-là, on incorpore une alimentation pauvre en Senecio inequidens ou Jacob. Mais par contre, au printemps, on fait les fins de stock de foin, et à ce moment-là, on peut retrouver dans le foin la même plante, et à ce moment-là, on complète l'intoxication, et le syndrome peut se déclencher plusieurs semaines, voire plusieurs mois après l'arrêt de l'exposition. Simplement parce qu'il a été de nouveau exposé, et que c'est, entre guillemets, la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Généralement, en fin d'évolution, on pourra objectiver l'intoxication, parce qu'on aura une atteinte massive hépatique, avec dégénérescence totale du foie, avec des lésions caractéristiques, mais également parce qu'on aura ictère et convulsions. Et au niveau, malheureusement, post-mortem, lorsqu'on va essayer de faire le diagnostic de confirmation, pour être sûr qu'on a bien été exposé à des alcaloïdes pyrosidiniques, là, on attend, au niveau de l'histologie, une lésion qui, a priori, est pathognomonique, qui est une forme particulière de cellules à multinoyaux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de détecter l'arrivée du Senecio inequidens, parce que le Senecio inequidens, pour l'instant, il est rarement dans les pâtures, il est plutôt en bordure de pâture. Mais à partir du moment où il est en bordure de pâture, il va essayer de s'introduire. Et généralement, quand il est frais, les animaux, s'ils ont le choix entre une graminée poacée ou une astéracée comme le Senecio, ils vont préférer d'abord consommer tout ce qui est graminé. Donc là, on peut avoir un signe indicateur qui est lié au refus de consommation, et derrière, voir cette plante qui est en train de s'introduire. Évidemment, dès qu'on a, comme on est sur une dose, une intoxication chronique avec une exposition longue, il est extrêmement important d'identifier correctement la plante qui s'est introduite, et ensuite d'estimer la densité. Parce que si vous avez 4-5 pieds de Senecio inequidens, il faut les arracher, les enlever de la pâture, mais on n'est pas dans une zone à risque. Par contre, si vous avez un millier de pieds,
Là, il va falloir prendre des mesures plus radicales et plus rapides. Généralement, quand on a un problème de Samson inequidens ou de Samson de Jacob, mais surtout de Samson inequidens parce que c'est un développement en tache d'huile, c'est-à-dire qu'il va partir des bordures de la pâture et contaminer l'ensemble de la pâture. Il faut savoir quand même que les fruits qui sont des akènes sont dispersés par le vent, et de ce fait peuvent aussi faire des bonds de plusieurs kilomètres à partir de l'endroit où ils sont partis. Mais de toute façon, ils vont d'abord germer, ensuite se développer, et ensuite le buisson va donner naissance et un développement en tache d'huile de proximité. De toute façon, à partir du moment où vous avez cette plante dans une pâture ou cette plante dans un champ où on va faner pour faire du foin, il est extrêmement important de quantifier la contamination et d'éviter la distribution de foin, le cas échéant, si la densité en Samson inequidens est trop élevée. Alors, il y a d'autres plantes hépatotoxiques. Donc là, on a pris d'abord les sensons. Là, je vous ai mis l'héliotrope. L'héliotrope est une plante qui est réputée contenir des alcaloïdes pyrosidiniques, mais d'après ce qu'on a pu observer en Europe, on pense quand même qu'il est dans la gamme des sensons vulgaris, c'est-à-dire qu'il faudra en manger des centaines de kilos pour arriver à induire la toxicité. Par contre, c'est une plante qui est extrêmement fréquente dans les champs post post récupération du blé. Et donc, de ce fait, souvent, on utilise les chaumes pour faire la paille. Et donc, la paille, qui est la litière des chevaux, va pouvoir être contaminée par cette plante. Et donc, par désœuvrement, il peut également y avoir accès. Et là, je vous ai mis une autre plante sur le côté droit, qui est Xanthium strumarium. Alors ça, c'est une plante qui a défrayé la chronique ce printemps. C'est une plante qui nous a vraiment posé beaucoup de problèmes puisqu'elle a tué quand même, on estime à peu près 22 équidés sur une période de 3 mois. Et c'est une plante, on ne savait même pas qu'elle avait contaminé le foin, un foin de luzerne. Donc résultat, c'est par une enquête de police sanitaire qu'on a réussi à mettre en évidence la plante et qu'on a pu, à terme, au bout de 6 mois d'enquête, démontrer que c'était bien elle qui avait contaminé les bottes de foin. Donc résultat, c'est une plante qui n'avait rien à faire dans la pâture, qui a été fanée, et en plus qui n'est toxique que par ses cotylédons. Et ceci doit vous faire penser également à une autre intoxication qui est toxique et par les fruits et par les cotylédons, qui est la myoglobine atypique du cheval, que vous allez retrouver à l'automne, que je n'ai pas développé puisque j'en avais un petit peu parlé au printemps, que vous allez retrouver à l'automne au moment où les samars tombent au sol. Là, c'est une intoxication qui va être plutôt début d'exposition à la fin de l'été, lorsque la plante va sortir de terre. C'est une plante qui est plutôt une plante de germination tardive et qui va contaminer les foins. Et à ce moment-là, lorsqu'on fait un foin de cotylédon de cette plante, ben on arrive à provoquer l'intoxication. Alors là, on n'est pas sur des alcaloïdes pyrosidiniques, on est sur un carboxyattractyloside, qui est une autre forme d'hétéroside, qui a exactement la même toxicité, qui va fusiller les cellules hépatiques centrolobulaires suivantes, mais par contre, elle ne développe pas la lésion caractéristique. Donc, résultat, par cette hépatite fulminante, mais qui n'a pas la lésion caractéristique, on peut faire la dichotomie. Il y a aussi d'autres plantes avec des stérols qui peuvent provoquer cette intoxication, mais jusqu'à présent, elles n'ont jamais été décrites en France, essentiellement décrites aux États-Unis. Je pense en particulier à Panicum coloratum, le panico. Voilà, là on va passer maintenant aux plantes néphrotoxiques. Les plantes néphrotoxiques, donc le chef de file, c'est le gland chez le cheval. Alors généralement, on a deux phases d'intoxication. Une petite phase avec les jeunes feuilles printanières, mais qui est quand même très rarement décrit. Je pense qu'il y a 4 ou 5 cas dans la littérature internationale qui ont été décrits. Mais par contre, avec le RESP, Oniris, l'école vétérinaire de Nantes, l'école vétérinaire de Lyon, le CNTV et le CNTV de Nantes, on s'est aperçu que ces dernières années, on avait des notifications de plus en plus fréquentes liées probablement à des modifications météorologiques qui favorisent la glandée. Alors généralement, les animaux ne montent pas dans les arbres pour aller chercher les glands, ils attendent qu'ils tombent au sol, et généralement, le gland, plus il est immature, vert, plus il sera probablement toxique.
C'est-à-dire qu'on a plutôt une intoxication au moment d'un pic de chute de glands immature, lié généralement à un événement climatique qui va favoriser la chute des glands. Alors généralement, on note quand même que cette intoxication est très rarement en one shot, c'est-à-dire que ce n'est pas une seule prise de gland, mais généralement c'est au moins la prise de gland sur 2-3 jours. Et plus la période d'exposition au gland va être importante, plus le syndrome va basculer d'un tableau fulminant de départ pour évoluer tout doucement vers une mortalité progressive avec des signes qui deviennent entre guillemets plus riches et une expression ou hématologique ou rénale. Et c'est généralement la deuxième phase d'intoxication qui laisse le temps aux lésions rénales de s'installer, qui va être beaucoup plus dramatique puisqu'on va pouvoir également avoir une insuffisance rénale chronique chez le cheval qui pourrait se développer. Donc généralement, on observe, nous, surtout, ce qui nous est notifié, les cas de mortalité brutale, où l'animal est trouvé soit avec des glands dans l'estomac, soit avec des glands dans le cécum, voire parfois, il faut aller examiner les crottins pour détecter la présence et l'exposition au gland. Et c'est cette densité dans les crottins, dans l'estomac, qui va vous dire si vous êtes plutôt du côté intoxication aiguë, c'est-à-dire one shot ou quelques jours de consommation, ou si vous êtes sur une consommation longue quand vous retrouvez quelques coques ou quelques capsules de gland. Alors, l'intoxication est liée à une hydrolyse lente des tanins, mais il y a aussi des tanins non hydrolysables dans les glands, et c'est l'ensemble de ces deux composants toxiques qui va induire le syndrome. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les glands sont des aliments extrêmement riches en amidon, qui, lors de leur digestion, risquent de faire ce qu'on appelle une indigestion acidosique. Donc voilà, on a une intoxication en deux temps, avec d'abord une mortalité suraiguë, qui est probablement liée à un excès d'énergie, et probablement, mais on n'a pas encore réussi à le confirmer, et derrière apparaît l'intoxication liée à l'hydrolyse. Alors la différence des ruminants qui hydrolysent des tanins au niveau du rumen, chez le cheval, l'hydrolyse se fait par des bactéries au niveau du sécum. Ce qui fait que pour qu'on arrive à intoxiquer un cheval et qu'on ait l'effet potentialisateur des tanins hydrolysables, il faut que le temps que cette hydrolyse se fasse, la résorption des tanins hydrolysés et leurs dégâts au niveau du système circulatoire et toutes les protéines qu'ils vont rencontrer, qu'ils vont tamer. Alors, ce qu'on a noté sur les dernières années, puisque chaque année on a plus ou moins de cas qui sont notifiés au centre antipoison ou au NIRIS ou au RESP, c'est que chaque année n'est pas équivalente. On a des années où il y a énormément de glands, mais ils sont dispersés en fin de développement et ils tombent tout doucement à la faveur de quelques périodes douces. Et puis à d'autres moments, surtout sur la façade atlantique, semble-t-il, on a ces arrivées de tempêtes d'automne qui secouent les chênes et qui font tomber de manière brutale et concomitante des glands, résultat exposant l'animal à une plus grande concentration de glands au sol. La sécheresse semble également avoir un rôle, c'est-à-dire que plus il fait sec, plus le gland tombe immature, puisque la plante n'arrive plus à l'alimenter. Ce qu'il faut noter, c'est que chaque année, c'est aussi la fructification des glands au printemps, c'est-à-dire que lorsque le chêne fleurit, la pollinisation est plus ou moins efficace et la fructification plus ou moins efficace en fonction des aléas climatiques qui vont se dérouler au printemps. Donc c'est-à-dire que c'est la bombe à retardement qui va être liée à des paramètres météorologiques du printemps. Alors il y a d'autres plantes néphrotoxiques. Là je vous ai mis le gland parce que c'est vraiment la tête de fil et que à peu près toute la France est concernée, sauf le sud-est, parce que dans le sud-est, généralement les glands et les chênes qu'on a, le chêne vert ou le chêne liège, a priori leurs glands et leurs feuilles sont pauvres en tanins, c'est-à-dire que ce n'est pas des espèces propices à l'expression d'une toxicité. En tout cas, la toxicité aiguë, on ne l'a pas, on a plutôt la toxicité chronique, mais on pense que la concentration en tanins hydrolysables est relativement faible dans ces espèces, et de ce fait, à ce moment-là, ils sont remplacés en milieu méditerranéen par une autre plante qui a d'excellentes potentialités, qui sont les oxalis. Et les oxalis, ce sont des plantes qui se développent
surtout dans les zones un peu humides, au bord des mares, au bord des rivières, mais qui s'introduisent dans tous les buissons, dans toutes les zones un peu fraîches que les chevaux vont fréquenter. Et là, on peut avoir des intoxications. On a eu des suspicions d'intoxication dans le circuit méditerranéen et également en Corse. Voilà. Donc, j'ai à peu près fait le tour de ce qu'on souhaitait parler. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que vous disposez en France d'un service, de services qui répondent 24 heures sur 24, qui sont le centre antipoison vétérinaire de Lyon et le centre antipoison vétérinaire de Nantes, avec leur numéro de téléphone. Ce sont des services qui peuvent vous aider à établir des diagnostics, à vous renseigner sur les potentialités toxiques des plantes que vous allez découvrir. Voilà. Et puis, donc, je vous annonce les prochaines webconférences. Jeudi, vous avez les idées reçues à propos des chevaux sauvages. Mardi prochain, le 15 octobre, travailler son cheval selon les principes de l'apprentissage. Et la semaine suivante, les épisodes répétés de fourbure. Est-ce une maladie de Cushing? Je vous remercie de votre attention.